Eh bien, Paul, on va commencer tout simplement par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, bonjour, Paul Meillat, je suis skipper de Biotherm et je vais participer au Vendée Globe dans, je sais plus, 55 jours, je crois. Non, 65 jours peut-être. Raconte-nous un peu, parce que toi, tu es, t'es un banlieusard parisien au départ, et la voile, tu vas découvrir sur les lacs avant d'arriver en mer et de finalement en faire ta vie alors que tu étais parti sur des études sportives. Raconte-nous ce parcours un peu atypique quand même. Ouais, alors mon parcours il est atypique, je sais pas, ce qui est sûr c'est que j'ai grandi, je suis né à la Garenne-Colombe, j'habitais dans les tours nuages, donc ceux qui sont été à la Défense connaissent bien puisque c'est au 34e étage. Donc c'est vrai que on n'a pas 34 étages ici à Lorient. Ou au Sable. Mais du coup, je suis né en région parisienne, mais j'ai eu la chance en fait que mes parents fassent partie de la génération, on va dire, post-Tabarly. Donc je suis né en 82, 1982, après les victoires transat-anglaises et démocratisation de la voile. Et donc ils se sont lancés dans la voile pour eux, par contre leurs parents n'en faisaient pas du tout. Sans apprendre comme ça, ils ont appris sur le tas. Et on avait un tout petit bateau, un Cap Corse, sur lequel on a énormément navigué. Et en fait, moi, je suis né le 17 mai et j'ai passé mon été, donc à quelques mois, sur un bateau. Donc, tout petit, même si on ne faisait pas du tout de régate et tout, j'ai vraiment été immergé dans cette culture de la croisière et de naviguer au large. On a même fait des grandes traversées, puisqu'on est parti en Corse. Par le canal du Midi, etc. Donc du coup, j'ai baigné vraiment dans l'enfance où les vacances c'était en Bretagne, certains week-ends. Et, euh, et puis à un moment donné, c'est vrai que quand j'ai un peu grandi, on ne pouvait pas aller en Bretagne tous les week-ends, bien sûr. Et donc du coup, mon père a commencé à s'initier en fait aux dériveurs sur les lacs et les rivières à Paris. Donc j'étais à Conflans-Sainte-Honorine, c'était mon premier club. Et puis après, j'ai changé parce qu'on a déménagé pas mal en région parisienne. Je me suis retrouvé là où mes plus grandes années à Créteil. Donc voilà, mais j'ai commencé assez tard en fait le dériveur. Et mon école de formation finalement, c'était plutôt le petit croiseur côtier, sur lequel on a fait nos premiers tours du Finistère en famille avec des amis, etc. Et puis voilà, après j'ai commencé le dériveur. On va dire que j'ai joué un peu sur ces deux parties. D'un côté, toujours l'univers breton, la course croisière, les étés, et puis de plus en plus l'optimiste, puis le laser en région parisienne. Après, j'ai progressé, donc j'ai pu aller rayonner un peu partout en France, notamment au Havre, où on allait s'entraîner au Havre, faire des championnats de France un petit peu partout. Et puis voilà. Donc ça s'est fait pendant toute ma scolarité, jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, j'avais atteint un bon niveau en dériveur et en fait j'ai eu l'opportunité de basculer, d'être détecté et de passer en pôle France. Et donc de là, commencer à aménager mes études, puisque jusqu'à 18 ans j'étais dans un cursus normal, pour pouvoir, pas en faire mon métier, mais faire du sport de haut niveau, essayer de préparer les Jeux Olympiques. Donc j'ai fait 4 ans de préparation en laser pour les Jeux Olympiques d'Athènes, entre 2000 et 2004, et 4 ans en 49er, entre 2004 et Pékin 2008. Voilà. Je n'ai jamais été aux Jeux, parce qu'il n'y a qu'une place, c'était difficile, on n'était pas les premiers, mais voilà, c'était des super expériences. Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, et puis des études en parallèle. Tout ça sans oublier la partie toujours course croisière, qui finalement m'attirait énormément. Je voyais bien que je progressais, que le dériveur c'était super parce que c'était légitime et que ça me permettait d'aménager mes études, etc. Mais j'avais toujours vraiment cette passion pour toujours beaucoup de tours du Finistère et puis après les Tours de France à la voile. J'ai pu apprendre avec d'autres. Je suis parti en Australie faire plusieurs Sydney Hobart. Et tout ça vraiment en parallèle du dériveur. Donc j'avais déjà un peu la tête ailleurs. Et puis ça s'est fait vraiment en 2008, le basculement après la course au large, qui est une autre histoire et finalement qui correspond un peu à la fin de mes études.
Et alors la course au large, est-ce que rapidement il y a le Vendée Globe dans ce paysage ou c'est d'abord Mini, Figaro, la filière finalement classique française? Bah, déjà, la première apparition du Vendée Globe, elle est pas quand je fais de la course au large, elle est bien avant, puisque je suis né en 82, donc le premier Vendée Globe, j'ai 7 ans, et je viens d'apprendre à lire. Et donc du coup, c'est voilà, mes premiers souvenirs de lecture et où enfin, mes parents me retrouvaient le soir tard à la lampe à lire les fiches techniques des bateaux du Vendée Globe en fait. Vraiment la taille, le poids, les longueurs et tout. Je me rappelle vraiment de tous les. J'ai vraiment un souvenir très précis des fiches des bateaux dans le voilier avec Loïc Perron, avec ses trompe-l'œil, la casquette en verre, enfin pas en verre, mais jaune avec de Jean-Yves Terlin, le bateau très fin de VDH et tout. Donc j'analysais toutes les fiches techniques des IMOCA. Et c'est vraiment mon premier souvenir de Vendée Globe. Puis après, bien sûr, à la télé, à l'époque où il y avait encore Thalassa, où on suivait en fait tous les vendredis l'actualité. Et je dirais que le vrai rêve Vendée Globe, je sais pas, je me doutais que j'étais pas parti pour faire le Vendée Globe. Je voulais d'abord progresser, savoir si j'aimais la course au large. Donc quand je suis parti, c'était vraiment Figaro, parce que pour moi, c'était cette école-là qu'il fallait passer par là pour faire n'importe quoi après, en fait. Et alors justement, le Vendée Globe va t'accompagner, j'imagine, tout au long de ta carrière naissante. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, comme moment fort, comme édition, comme skipper, comme fait de course de toutes les éditions du Vendée? Mais je crois qu'étonnamment, les souvenirs du Vendée que j'ai le plus, c'est la première édition. Je pense que c'est vraiment je me rappelle de tout, de ces vidéos, du sauvetage de Poupon avec Perron. Enfin, c'est vraiment je pense que c'est lié à l'âge en fait, vraiment. J'aurais eu 7 ans à l'édition d'après, ça aurait été l'édition d'après. Mais c'est vraiment l'âge où on commence à vraiment à comprendre tout. Et vraiment, cette première édition, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs. Après, bien sûr, j'ai suivi les éditions, mais après, j'avais plus le regard d'enfant, j'avais tout de suite le regard de régatier, puisque même dès la deuxième, je commençais à faire de la régate, et la troisième, là où j'étais carrément, je regardais vraiment là. Et du coup, après, je trouve qu'on perd la magie, c'est-à-dire que c'est normal, nous, c'est notre sport, ça nous impressionne moins que quand on ne le connaît pas au début et quand on le découvre. Donc, c'est logique que la magie et elle diminue quand nous on progresse, puis finalement on se rend compte qu'on y accède peut-être plus facilement aussi. Tu suis ta carrière, la filière Figaro, tu dis, et puis au milieu des années 2010, tu vas avoir l'opportunité de commencer vraiment à rêver d'un Vendée Globe en reprenant le bateau de François Gabard, en étant sous le parrainage de Mich Dej. Est-ce que tu peux nous raconter cette période-là où tu touches un truc quand même assez génial finalement? Ouais, c'est allé très vite en fait, puisque 2008 c'est ma première course en Figaro. 2009 je fais ma première solitaire du Figaro. Voilà, toujours hein, dans les 2-3 premières années jusqu'à 2011 en fait, j'ai vraiment pas de budget, je fais qu'une régate par an ou deux. J'essaie de me débrouiller. Et puis en fait, ce qui va tout changer, la première rencontre qui va tout changer, c'est de gagner le skipper massif en 2011. Et en fait, ça me permet de faire 2011, 2012, 2013 où là, contrairement à avant, je m'entraîne toute l'année et du coup, je progresse beaucoup. Ça, c'est vraiment le point de bascule qui me fait rentrer dans la course au large professionnelle. Et du coup, à l'issue de ces 3 années-là, j'ai une rencontre avec SMA où au début, on part pour 2 années en Figaro. Et finalement, à la fin de la première année, il y a cette opportunité et ce projet. Et finalement, SMA a envie de partir sur ce Vendée Globe. Et là, du coup, ça va très vite. Et du coup, j'ai pas vraiment le temps de chercher. Après, enfin, ça m'arrive, ça me tombe quand même vraiment dessus, quoi. Donc du coup, moi, en fait, j'en ai profité à fond, tout simplement, pour engranger de l'expérience, progresser. Et c'est vrai que ce premier Vendée Globe, j'ai adoré, mais ça s'est vraiment fait en 1 an et demi, quoi. Alors que maintenant, là, j'arrive 8 ans après, où ça fait 10 ans du coup qu'on m'a mis le Vendée Globe comme une possibilité. Là, du coup, il y a beaucoup plus de réflexion, de maturité et de savoir qu'est-ce que je vais chercher.
faire des choix. Quand j'ai fait mon premier Vendée Globe, il n'y a quasiment aucun choix. C'est-à-dire que j'étais juste en train d'écouter tout ce qui se passait. J'étais une éponge, je vais prendre tout le plus possible. Alors qu'aujourd'hui, voilà, je prends des décisions, ce qui fait que ça donne une pression supplémentaire, mais aussi beaucoup de satisfaction, puisqu'on va dire que je vais faire le Vendée Globe plus avec mon propre style qu'il y a 8 ans. Alors raconte-nous cette édition 2016, comment elle se passe? Bah, elle se passe, déjà les débuts sont difficiles. Les 6 premiers mois en IMOCA sont super, je navigue avec Michel Desjoyaux, donc il m'apprend énormément de choses. Et puis après, il y a toute une succession en fin d'année, quand arrivent les grandes courses, d'avaries. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi, parce que en Figaro, 99% du temps, quand on prend le départ, on va jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire que le paramètre avarie n'est pas... Alors ça m'est arrivé, mais peut-être j'ai loupé 1 ou 2 courses sur 5 ans. Alors qu'en IMOCA, surtout à cette époque-là, la fiabilité des bateaux, la vitesse des bateaux, le risque de casse, il est énorme. On est vraiment dans un sport mécanique, beaucoup plus que ce que j'avais pu faire avant. Et du coup, je prends un peu ça en pleine face, parce qu'on abandonne la Jacques Vabre, parce qu'on casse notre quille. Au retour de la Jacques Vabre sur la Transat B2B, j'ai un énorme accident, je me fais élitroyer, je passe 1 mois en fauteuil roulant, 2 mois en rééducation. Le bateau est éclaté. Donc le début est vraiment difficile. Ça m'a peut-être permis justement de grandir assez vite, d'atteindre peut-être une maturité supplémentaire au départ. Et puis juste après cette première année 2015 qui a été vraiment dure, on bascule 2016, l'année du départ, où il y a 2 transats de qualification que je termine. Et voilà, je sens tout de suite qu'il s'est passé quelque chose, que voilà, on n'est plus que dans le réglage du penon et de faire le bon routage, mais que voilà, le début en IMOCA, il faut aussi gérer son bateau, pas casser. Il y a toute une gestion que j'apprends à ce moment-là. Et j'arrive au Vendée Globe rassuré et en ayant eu cette maturité. Et du coup, ce Vendée Globe, c'est allé très vite. C'est-à-dire que voilà, ça allait tellement vite que je n'ai pas vraiment de souvenir précis. La période au sable, par exemple, j'ai l'impression que ça a duré 3 jours. Alors que ça dure quand même 3 semaines et demie. Le chenal, quand je revois des images, mais j'ai presque pas l'impression que c'était moi qui ai vécu ça, quoi. Tellement, je pense que j'étais déjà concentré dans ma bulle et tout. Et après, ce Vendée Globe se passe super bien. Vraiment, quand je rentre de ce Vendée, même si je suis hyper déçu, puisque ça va se finir par un abandon, je me dis, ouais, je suis quand même assez fait pour naviguer tout seul sur ces bateaux-là. Je me sens bien en mer. J'aime bien que ce soit dur sur le temps long, etc. Donc ça m'a quand même bien rassuré et je me sens beaucoup plus serein depuis ce Vendée Globe-là quand je navigue. Donc ça s'arrête après 50 jours, 52 jours je crois, pour une avarie de quille. Qu'est-ce que tu gardes toi de cette descente de l'Atlantique qui te fait toucher du doigt ce que représente le Vendée, c'est ce que tu dis. Maintenant tu matérialises un peu mieux ce que ça doit être. Ouais, la course démarre très bien puisque je me retrouve plutôt dans le peloton de tête. J'avais un bateau à dérive et il y avait déjà les premiers bateaux à foil qui vont finir par faire premier, deuxième, troisième. D'ailleurs, c'est depuis 2016 que les bateaux à foil font premier, deuxième, troisième à chaque fois. Et je me bagarre pour la 3e place, quoi, puisque je suis assez souvent 3e, 4e, au gré des avaries. Et tout l'océan austral, voilà, c'est dur, j'ai des petites avaries et tout, mais ça se passe vraiment bien, quoi, et je me sentais bien dans le rythme. Malheureusement, mon vérin de quille éclate, on casse en 2. Et du coup, je suis contraint d'arrêter, et c'est assez stressant parce que pendant 8 jours, il faut que je ramène mon bateau avec une quille qui se balade dans tous les sens. Et du coup, je me retrouve à Tahiti, qui est un truc qui n'est jamais arrivé dans un Vendée Globe. Je pense qu'il n'arrivera peut-être plus jamais, j'espère en tout cas. Voilà, pour me mettre là-bas, pour essayer de trouver une solution, malheureusement qu'on n'a pas trouvé. Et bien sûr, il y a une déception énorme, mais moi, je ne le sentais pas comme ça parce que voilà, c'était tellement génial d'avoir cette chance de participer au Vendée Globe. Je me dis, mais voilà, j'étais bien, je me sens fait pour ça. En plus, mon projet continuait avec SMA. Ce qui a été très dur, c'est la déception de l'entourage. En fait, pas de l'entourage proche, mais l'entourage proche, bien sûr, mais le sponsor, etc. C'est-à-dire que
beaucoup de gens suivent le Vendée Globe, nous on s'en rend pas compte quand on navigue. Et quand je suis rentré pendant quasiment 1 an, à chaque fois que je croisais quelqu'un que je connaissais, je voyais dans ses yeux la déception de l'abandon du Vendée Globe. Et c'est là que j'ai pris vraiment conscience de la mesure de l'événement. Et c'est vrai que pour nous, c'est un sport, c'est un jeu. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est plus que ça. Et il y a vraiment les gens voilà, soutiennent quelqu'un à fond et ils suivent la carto jour et nuit. Et on se rend compte de l'engouement vraiment quand on rentre. Et voilà, je dirais ma déception, elle a été diminuée, soulagée par le fait que ce projet puisse continuer sur les 2 années d'après. Ça a vraiment été de pouvoir se projeter tout de suite. Je pense que c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut toujours avoir un projet pour l'après Vendée Globe, parce que c'est un peu nos JO, c'est-à-dire que c'est tellement intense, on se prépare 4 ans avant pour ce projet-là, qu'on rentre au bout de 75 jours sur le podium, au bout de 85 en ayant terminé, ou qu'on rentre avant parce qu'on a abandonné. Je pense qu'avant le départ, il faut savoir ce qu'on va faire en rentrant, parce que sinon, ça peut être très dangereux. Et des primes postpartum. Ouais, des primes voilà, post-colonie quand on est petit, post-vacances quand les enfants rentrent à l'école. Voilà, c'est tellement d'émotions, d'adrénaline. Le corps est tellement soumis à une pression intense pendant ces 2 mois et demi, 3 mois qu'il faut absolument avoir quelque chose à quoi se raccrocher quand on va rentrer. Finalement, c'est un discours qui est assez proche de, toute proportion gardée évidemment, de gens qui souffrent d'addiction. Quand ça s'arrête net comme ça, c'est insupportable. Et à la fois, tous nous disent que à peine la ligne franchie, on pense déjà au prochain et on a envie d'y retourner, alors que pendant qu'on y est, on se demande ce qu'on fait là. C'est assez paradoxal, mais c'est un peu le discours que vous avez tous. Il y a un côté addictif dans le Vendée. Ouais, il y a un côté addictif, je pense. Alors, il y en a qui sont quand même pas. On voit hein, qui souffrent pendant cette période-là. Mais je pense que ouais, c'est le fait de donner à son corps pendant aussi longtemps. En fait, c'est le seul événement, enfin, c'est le seul événement sportif qui dure aussi longtemps sans s'arrêter. Il n'y en a aucun autre dans le monde, que ce soit en voile ou ailleurs. Et du coup, on va encore plus loin dans le côté le corps. Il va lui falloir beaucoup de temps en fait derrière pour retrouver une alchimie normale en fait, hein, parce que forcément on sécrète énormément d'hormones qui sont forcément différentes de celles qu'on a quand on est à terre, on retrouve on a un instinct, je dirais, animal qui est beaucoup plus développé, que ce soit les sens, l'ouïe, les sensations, le toucher, voilà, la façon dont le bateau penche, accélère, etc. Donc on va développer énormément de sens qui font qu'on est un peu désadapté à la vie aussi terrestre quand on rentre. Et je pense qu'il faut se préparer un peu à ça. Alors quand on en fait depuis longtemps, c'est plus facile. Mais ceux qui découvrent voilà, vont aussi avoir plus de mal à se mettre dedans et à se remettre à une vie terrestre. Voilà. Nous, c'est vrai que moi, quand je pars aujourd'hui en course au large, j'ai beaucoup moins d'appréhension. Les premiers jours se passent mieux qu'au début, puisqu'on gère le sommeil beaucoup mieux. Donc la vie à bord aussi. C'est vrai que les bisus peuvent mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à rentrer vraiment dans un rythme Vendée Globe. C'est quand même un avantage d'avoir connu ça. Ouais. Alors après cette première édition, tu vas passer sur plein de bateaux, tu vas naviguer avec beaucoup de gens, tu vas gagner des courses avec Sam Davis, avec Charlie Dalin, il va y avoir plein d'aventures et tu vas te retrouver sur le Vendée 2020 sur la touche sans pouvoir participer. Ça a l'air d'être aussi un moment assez pénible pour toi à vivre, justement d'être sur le bord du terrain pendant que les autres sont en train de jouer. Et puis derrière, tu vas réussir à débloquer enfin ce dont tu parlais tout à l'heure, un projet à toi, à ta main, avec la construction d'un bateau. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Et du coup, une page qui s'ouvre où tu vas pouvoir imaginer un bateau à ta main et puis un programme aussi à ta main avec plein de courses différentes. Voilà, raconte-nous ça. Ouais, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'après ce Vendée Globe 2016, il reste 2 années avec SMA, avec ce bateau. Voilà, il y a un avant, un après, c'est sûr, hein, le Vendée Globe. Du coup, derrière, il y a un peu moins de monde en IMOCA, quelques leaders qui partent, de nouveaux jeunes qui arrivent.
un changement de génération. Et du coup, c'est vrai que voilà, beaucoup de victoires sur plein de courses, 2e places Jacques Vabre, victoire à la Route du Rhum. Donc c'est une période qui est assez géniale parce que je connais mon bateau par cœur, on navigue beaucoup, etc. Et puis, bah, en fait, à la fin de ces 4 années de contrat, voilà, le projet n'est pas renouvelé. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que tout se passait bien et je suis quand même un peu très déçu. Et j'essaie de remonter un projet, ce qui est très difficile. Et en fait, je découvre autre chose. En fait, pendant les 2 années, donc 2018-2020, je découvre le fait de 2021 d'être équipier dans d'autres écuries. Ça m'a permis de progresser énormément, de voir comment d'autres écuries fonctionnaient, comment d'autres skippers fonctionnaient. Toute une partie aussi avec Samantha Davis qui était très intéressante, c'était au-delà de la navigation avec Sam, c'était comment un projet peut avoir aussi une autre influence que le sport et peut emmagasiner de l'énergie, fédérer des gens autour d'autre chose que le résultat. Et ça, j'en étais un peu convaincu avant, mais j'avais besoin aussi de voir ça et comment ça marchait et de voir que ça marchait vraiment bien, quoi. Donc c'était super. Puis après, toucher à complètement autre chose avec Apivia et Charlie, qui était le haut niveau, le bateau le plus performant de la génération. Avec ces 2 bateaux, j'ai aussi découvert les foils et les grands foils, puisque premier grand foil avec Samantha Davis, puis après sur Apivia, où on a vraiment poussé, on était le premier bateau à voler au près, aller très très vite au près, etc. Donc c'était vraiment une époque charnière dans l'IMOCA, où les bateaux ont pris sur ces 2 années-là 15-20% de performance, quoi. Et c'était super intéressant de vivre ça. Ça m'a permis vraiment de pouvoir aujourd'hui construire mon projet de manière complètement différente. On va dire que quand je suis arrivé avec SMA, avec Michel Desjoyaux, bah je connaissais rien, j'étais une éponge et j'ai pu bénéficier du savoir-faire de toute une équipe autour. Alors que là, sur le projet, quand je rencontre Biotherm, donc en 2021, bah je me sens les épaules de leur proposer un projet clé en main où je vais finalement gérer le projet de A à Z, construire mon équipe et avec bien sûr sur les épaules le plus de poids, puisque voilà, mais pouvoir m'entourer des personnes que je veux, faire des choix de bateaux qui sont un peu différents des autres. Voilà, un bateau plus simple que je voulais à ma main. Voilà, Biotherm, c'est un bateau qui est quand même assez différent du reste de la flotte. Et du coup, c'est super parce que le projet tel que je l'avais rêvé en 2021, aujourd'hui on est en 2024, donc 2 ans après, et on est exactement là où on voulait être. Alors bien sûr, il y a eu plein d'aventures. On a fait cette course autour du monde, on a fait voilà, une super route du Rhum, des régates qui sont un peu moins bien passées avec des avaries. Mais en tout cas, le cheminement, l'ambiance que je voulais dans le projet, la construction du projet, du bateau, elle est vraiment exactement comme je l'avais imaginé et ça, c'est super. À l'aube de ce nouveau Vendée, tu te sens prêt? Bah, je peux pas dire que, voilà, un peu plus de 2 mois du Vendée Globe, je peux pas dire que je me sens prêt parce que c'est trop présomptueux, parce que notre bateau il est en chantier, il est même pas à l'eau, on n'a même pas reçu des nouveaux foils, parce qu'en fait on a cassé sur la Transat anglaise le foil bâbord, et donc du coup on a relancé une nouvelle paire de foils, on a dû modifier nos puits de foils. Donc je vais avoir un bateau avec des nouveaux foils, avec un comportement complètement différent, avec même pas 4 semaines pour le tester avant le Vendée Globe. Donc ce serait quand même un petit peu... ouais, ce serait bizarre de dire que je me sens prêt. Je dirais que je me sens prêt, moi, dans mon cheminement, dans ma préparation personnelle. On a navigué, on a validé plein de choses sur le bateau. Malheureusement, on n'est pas dans les conditions optimales. C'est pas ce qu'on avait rêvé. Nous, on voulait un bateau fiable 1 an et demi ou 2 ans avant le Vendée Globe sur lequel on ne faisait pas de modification. On se retrouve à faire une modification majeure à 2 mois du départ. Donc voilà, c'est une prise de risque, mais ça fait aussi partie de ce nouveau projet, je dirais, le Paul d'il y a 8 ans. Et là, aujourd'hui, non, je suis entrepreneur, je suis à la tête d'un projet que j'ai monté. Donc en fait, ce risque, je dois le prendre et l'assumer. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup plus d'excitation et un peu plus de pression aussi. Mais je dirais que la pression, c'est plutôt quelque chose qui me réussit, j'arrive à plutôt bien gérer. Donc, je
on n'est pas à 100% prêt et dans les conditions optimales, mais je le sens quand même vachement bien. Raconte-nous, parce que c'est des choses que les gens ne mesurent pas vraiment. Pour faire ces 2 foils, il a fallu que tu t'engages perso et que tu fasses un emprunt supplémentaire. On sait que les foils, ça coûte entre 500 et 800 000 euros pièce. Euh, voilà, c'était une décision lourde Ouais, pour toi et que ton sponsor n'assume pas. Et voilà, c'est pas un chèque en blanc qu'on te fait, c'est toi qui le fais, quoi. bah, c'est vraiment la différence entre le projet que j'avais avant et le projet que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vendu un projet à Biotherm avec une enveloppe et on doit rester dans cette enveloppe. Donc, quand on casse ce foil, en quelques jours à New York, j'arrive, en plus je suis quand même assez crevé de ma course, mais je me rappelle, on faisait des réunions avec la France à 6h, à 7h du mat tous les jours. Euh, il faut décider très vite parce que on commande les foils à peu près 4 jours après l'arrivée à New York et on va recevoir le premier foil le 18 septembre. Donc chaque journée perdue pour signer cette commande, c'est un risque énorme pour le Vendée Globe. Donc il a fallu se décider très vite et c'est là aussi que c'est super d'avoir un projet qu'on gère de A à Z et du coup le processus de décision est très rapide. Donc, mais ça engage énormément. C'est-à-dire que du coup, pour faire ces nouveaux foils, il a fallu que la banque suive pour nous accompagner pour pouvoir financer ces foils parce que ça ne rentrait pas dans l'enveloppe initiale. Donc du coup, on prend des risques à tous les niveaux quand on est entrepreneur et quand on gère ce projet. Alors sportivement, raconte-nous, parce qu'il y a quand même eu des courses cette année, il y a eu l'Ocean Race évidemment, tu l'as dit. Vous faites une super perf, il se passe plein de choses, plein d'aventures. Et puis cette année, on a vu que bah, sur la Transat, tu pouvais jouer devant régulièrement quand tu avais toutes les cartes techniques en main de ton bateau. Comment toi tu te situes dans cette flotte qui n'a jamais été aussi compétitive à l'aube de cette course, avec évidemment plusieurs championnats au sein de cette flotte, mais explique-nous comment toi tu te positionnes et quelles sont tes ambitions. C'est vrai nous, on est parti quasiment un an autour du monde avec Biotherm. Donc, on a accumulé énormément d'expérience. Ça a été très dur de finir cette course, hein. On a vu que pour d'autres bateaux, c'est compliqué quand même de faire un tour du monde sur ces nouvelles machines. Mais le niveau de fiabilité n'a jamais été aussi bon en IMOCA. Il n'y a jamais eu aussi peu d'avaries en fait quand on regarde les statistiques. Ce qui est extraordinaire, c'est ce plateau. Alors bien sûr, c'est le fait qu'on soit 40. Avant, on était quand même moins. Mais il y a quasiment une vingtaine de bateaux aujourd'hui qui sont équipés de foils dernière génération ou génération juste avant. Ce qui fait qu'on a un plateau avec un bon niveau sportif en plus, puisqu'il y a vraiment des très bons compétiteurs sur les bateaux. On navigue beaucoup plus grâce au nouveau système de sélection. Là, tout le monde a fait toutes les courses. Ce qui fait que sur les courses, il y avait un jeu de régate que j'avais jamais vraiment vu en IMOCA avant. On a plus l'impression de naviguer en Figaro en fait que sur les régates qu'en IMOCA, quoi. Donc c'est vraiment génial, on s'amuse. Par contre, il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas non plus se laisser griser par ça, parce que, ok, sur une transat, mais sur un Vendée Globe, il va quand même falloir faire durer il y a la gestion du matériel qui va entrer un peu plus en compte. On l'a vu sur Ocean Race que c'est difficile de maintenir un bateau en état sur aussi longtemps. Donc ça va être quand même un nouveau paramètre qui va être très intéressant. Moi, je trouve ça génial, en fait, hein, vraiment, ce plateau-là. Et je suis assez rassuré, justement, parce que sur la route du Rhum, c'était déjà le cas, c'était bien passé, le bateau, il n'était pas du tout prêt. Et là, la première partie de Transat CIC, voilà, j'étais aux avant-postes. Donc, pas cette angoisse, mais cette inquiétude par rapport au fait de mettre ces nouveaux foils, d'arriver tard, elle est compensée quand même par un bon niveau de confiance sur la préparation du bateau et aussi que j'ai eu les 2 dernières années pour arriver au départ de ce Vendée Globe avec beaucoup de naves et donc du coup je me sens assez bien en maîtrise du bateau, etc. Donc ça c'est plutôt bien de partir en confiance sur un Vendée Globe là-dessus. Toi, tu te situes où dans la flotte? Alors, en fait, c'est vraiment difficile sur cette flotte, parce que je disais, il y a 20 bateaux. Enfin, en fait, quand je regarde vraiment au départ, et quand on regarde ce qui s'est passé sur les Vendée Globe d'avant, on pourrait avoir 20 bateaux qui peuvent aller sur le podium. C'est-à-dire que moi, j'ai quasiment, je vais entre 15 et 20, j'arrive à avoir des noms qui peuvent finir 3e du Vendée Globe, quoi. Et donc, du coup, c'est assez génial.
parce qu'avant, d'habitude, c'est plutôt 10. Donc on multiplie tout par 2. Et puis après, je vois bien que les bateaux de toute dernière génération, ils sont un petit peu plus performants et surtout un petit peu plus polyvalents peut-être que les nôtres. Moi, Biotherm, c'est pas en fait, c'est un bateau neuf, mais qui est le sister ship de Link Out, qui avait fait le Vendée Globe en 2020 avec Thomas Ruyant. Donc maintenant, c'est le même bateau que Sam Goodchild. Et on arrive à aller très vite. Dans certaines conditions, on va aussi vite que les nouveaux. Il y a certaines conditions, on peut avoir un petit delta. Donc ça va vraiment dépendre probablement de la descente de l'Atlantique. Parce qu'on peut avoir des scénarios météo très différents qui favorisent les bateaux qui partent par devant. C'était le cas en 2016. Par exemple, en 2016, les bateaux très rapides sont vite partis devant et sont arrivés dans le sud avec quasiment 1000 milles d'avance. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'avarie, c'est un peu difficile. Donc, s'il y a un scénario très propice aux derniers bateaux high-tech sur la descente de l'Atlantique et qui ne casse pas, ça va être difficile d'aller chercher le podium. Par contre, si on a le même scénario qu'en 2020, où finalement la course revient un peu tout le temps par derrière et ben là, en gros, tout est possible. Donc là, c'est sûr que ce serait très intéressant de se retrouver à une dizaine ou une quinzaine de bateaux dans le sud à batailler pour le podium ou la victoire. Est-ce que celui qui sera devant sera celui qui a les appendices les moins abîmés? Je ne sais pas trop répondre à cette question sur les appendices parce que nous, on en a eu, mais c'était plus des problèmes de conception. On espère avoir réglé le problème sur les puits de foil, etc. Il n'y a pas beaucoup de cases de foil. Il n'y a pas beaucoup de cases de foil, en fait. Quand on regarde les statistiques, finalement, c'est nous qui avons eu le plus. Donc depuis 2 ans, ça casse assez peu les foils, même quand il y a des petits chocs. Donc du coup, le niveau de fiabilité sur les foils n'est plus du tout le même qu'en 2020. C'est-à-dire qu'en 2016, il y avait plutôt un bon niveau parce que c'était nouveau et volontairement les équipes avaient été très modérées et très conservateurs dans les choix de foils, à part peut-être Alex Thompson qui avait fait quelque chose d'un peu différent, mais les autres c'était assez conservateur. Et finalement, ils sont arrivés, etc. 2020, des foils très grands, nouveaux, avec un gain de performance énorme, mais trop jeunes. Et du coup, c'était Charlie et Thomas qui ont eu des problèmes de foil. Et je dirais que là, depuis ce temps-là, ça fait 4 ans qu'on navigue avec ces grands foils. Et on est tellement nombreux à en avoir, il y en a quasiment 20 maintenant, qu'en fait, oui, s'il y en a 4 ou 5 qui cassent les foils, c'est hyper triste pour eux, ou ce sera peut-être moi, mais il y en aura 15 qui ne vont pas casser, quoi. Donc du coup, je pense que voilà, même avec des conditions, ça va quand même aller beaucoup plus vite, hein. C'est probable. Un mot sur le confort à bord, parce que ces foils impliquent une vie à bord plus dure, des bateaux, voilà. Donc on a vu tout le monde travailler beaucoup ces 2 dernières années, notamment après le retour à la base, avant le dernier chantier, en se disant voilà, il faut qu'on bosse l'ergonomie et la préservation du marin. Et il y en a un qui a un bateau finalement plutôt rustique, plutôt simple et pas forcément très cocon, c'est le tien. Raconte-nous de ton choix de vie de cellules à bord où tu as voulu des choses très simples. Moi, j'ai juste en tête l'image que on ne tient pas debout sur ton bateau du tout. Et toi qui es très grand, tu es obligé de vivre courbé en permanence. Alors tu l'as déjà éprouvé sur l'Ocean Race, mais raconte-nous ça, ce choix de la cellule de vie et l'implication que ça a sur l'état de forme du marin sur la longueur. Bon, alors déjà, le premier truc sur le Biotherm, c'est qu'il y a quand même une grosse part de bluff, parce qu'en fait, moi je dis que je trouve ça génial et tout, mais déjà, en première chose, c'est qu'on n'a pas eu le choix, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, on a construit un bateau qui était comme ça, et le fait de vouloir faire comme les derniers bateaux, un cockpit complètement un peu central, avancé, fermé, on n'aurait jamais pu le faire, en fait. Donc de toute façon, il fallait partir de cette base-là. Après, moi je suis très content d'avoir quelque chose d'ouvert sur l'arrière, parce que déjà par rapport au programme qu'on a fait pour les 2 années d'avant, c'était quand même super de ça. Et puis je suis content de pouvoir vraiment voir la mer quand je navigue. Parce que faut quand même pas imaginer, on ne peut pas faire un Vendée Globe que en se disant je veux gagner et je prends aucun plaisir pendant la course et tout, c'est pas possible en fait. Enfin, je pense que moi le fait de regarder la mer, ça me fait du bien, donc je suis content de pouvoir tourner la tête et voir la mer quand je suis dans le cockpit.
Et après, l'autre chose, c'est que oui, je tiens pas debout dans mon bateau, mais personne n'est debout dans un IMOCA en fait. On ne passe jamais de temps debout dans un IMOCA. Il n'y a aucun moment où on est debout, c'est pas possible en fait. C'est pas une station qui existe en fait. La station debout, elle est ultra dangereuse. Donc en fait, le fait de ne pas pouvoir me lever, à la limite, c'est un élément de sécurité hyper important. Je pense que par rapport aux autres, justement, j'ai un avantage parce que je ne peux pas être debout. Donc je sais que je ne vais pas voler, quoi. Donc quand je me déplace, ce qui est rare déjà, je me déplace quasiment jamais. Et quand je me déplace, bah, je suis toujours accroché quelque part. Donc c'était ça. Et après, le deuxième choix, c'est pas que je veux pas un bateau confortable, c'est que je veux un bateau simple. Et en fait, c'est dans la façon dont je fonctionne, j'ai besoin de simplifier au maximum mon environnement extérieur parce que ça me fait beaucoup moins de choses à penser. Et donc du coup, je vais enlever des systèmes et des systèmes et des choses pour justement avoir l'esprit beaucoup plus libre en fait. J'ai besoin vraiment d'épurer les choses que j'emmène, que ce soit matériel, informatique, électronique, etc. Et du coup, j'ai simplifié au maximum les équipements, mais ce qui n'empêche pas que ma position quand je suis assise ou allongée pour dormir, elle est très confortable. Est-ce que tu as travaillé quand même encore l'ergonomie depuis ces dernières courses et sur ce dernier chantier de l'été, préparer des choses spécifiques pour le Vendée? Bah, j'avais préparé déjà, contrairement à l'équipage, où c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps et c'était pas terrible la façon dont on avait dormi sur Ocean Race. Donc là, j'ai vraiment fait un pouf qui est beaucoup plus confortable, qui fait que je suis plus calé, etc. Et puis dans le cockpit, mes stations de veille, voilà, mais c'est très simple en fait, l'ergonomie. Il suffit d'avoir un pouf à billes et en fait, qu'on met où on veut et c'est le meilleur truc qui puisse arriver. Donc en fait, globalement, on n'a pas changé grand-chose. Hein. On n'a vraiment pas changé grand-chose. Justement, moi, j'avais envie d'avoir le même bateau depuis 2 ans, comme ça, je sais exactement où sont toutes les choses. Et en termes de fermeture, de chauffage, de lutte contre le froid, par exemple? Alors la fermeture, on a optimisé un petit peu parce qu'on avait des problèmes d'entrée d'eau, mais c'est un cockpit qui est quand même très très protégé. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment génial. Ça change complètement de ce que j'avais vécu il y a 8 ans, où j'avais une casquette amovible et qui prenait tout le temps l'eau. Donc en fait, à chaque fois que je devais régler ou choquer 10 cm d'écoute, il fallait que je mette mon manchon étanche, mon machin. Alors que là, en fait, sur Biotherm, quand il fait pas je pourrais passer, enfin ça m'est arrivé de passer des transats en crocs, même quand il fait froid, je suis en crocs et en short, et je suis tout le temps comme ça, sauf quand je vais faire une manœuvre dehors. Donc du coup, il y a un côté qui n'a rien à voir. En termes de réglage et d'optimisation, on est beaucoup plus efficace, parce qu'en fait, on vit à l'endroit où il y a nos écoutes, contrairement à avant, où on avait vraiment une vie à l'intérieur, cocon, protégé, il fait chaud, et dehors où c'est l'enfer, et du coup, en fait, le dehors où c'est l'enfer, bah, on n'a pas trop envie d'y aller. Donc c'était vraiment. Alors que là, on vit à côté du winch, quoi. Et ça, c'est quand même complètement nouveau. Parle-nous un peu du parcours. L'Ocean Race t'a permis de retravailler plein de portions qui seront communes avec le Vendée. Je pense notamment à la grande étape du Sud. Euh, bah, quelles sont les grandes tendances et les grandes sections du parcours? Bah, c'est vrai que ce parcours, l'Atlantique, on le connaît assez bien, et la partie sud, bah, on n'y va pas souvent. J'ai eu la chance de pouvoir y aller justement il y a 1 an, et aussi il y a 8 ans pour le Vendée Globe. Je pense que il y a un côté imaginaire quand même qui est très fort. Moi, ce que j'adore dans le Vendée Globe, c'est qu'en fait, on a toute cette descente de l'Atlantique qui dure une vingtaine, entre 15 et 20 jours, pour se préparer à rentrer dans le sud. Alors que Ocean Race, c'était assez violent puisqu'on est parti de Cape Town et en 2 jours, on était dans les 40e et c'était vraiment difficile. Je pense que le parcours, il faut l'imaginer, mais et en même temps, il faut quand même laisser une part de. Enfin, la météo, elle sera jamais comme on l'a prévu. Et il n'y a jamais un Vendée Globe qui sera comme un autre. Donc, on travaille beaucoup la météo, la méthodologie, etc. On espère que le Sud sera clément, bien sûr. C'est vraiment ça, parce qu'il y a d'un côté la régate qui fait qu'on veut faire la meilleure trajectoire, et puis de l'autre côté, dans le Sud, il y a quand même beaucoup de choix qui sont liés à la sécurité aussi, à la préservation du matériel. Donc
Le sud, c'est un peu ça, c'est un peu différent du reste, puisqu'il va falloir gérer quand même des vents très forts, de la houle très forte. Et ça dure très longtemps, en fait. L'échelle de temps n'est pas la même, quoi. L'Atlantique, c'est ce qu'on fait d'habitude. Même, voilà, on va au Poteau Noir, ça on sait que c'est 8 jours. Après, on va au Cap de Bonne-Espérance, on sait que c'est voilà, 10 jours. Le sud, c'est un mois, quoi. Et un mois, c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est quand même, ça a fait appel à je pense, des qualités et des compétences qui relèvent plus du mental que le reste. La particularité de ce Vendée, c'est aussi ce port des sables avec ce chenal, ce stade nautique, à la fois au départ et à l'arrivée. Alors à l'arrivée, tu l'as jamais encore vécu, mais raconte-nous ce que c'est cette décharge d'émotions juste avant le départ, après 3 semaines de village où il y a quand même un engouement populaire assez étonnant. Et puis en tant qu'observateur, ce que toi tu as vu des autres dans ce chenal au retour, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, je l'ai vécu en tant que piéton sur les quais. Je l'ai vécu quand j'ai accompagné François, parce que j'ai été skipper massif sur une vedette, à commenter, etc. Et puis au départ en 2016, je pense qu'on peut avoir ces émotions de départ ponton dans beaucoup de courses, mais c'est le seul endroit où il y a ce côté stade nautique, c'est-à-dire que on retrouve vraiment l'ambiance qu'on peut avoir sur des événements. Enfin, moi, c'est le Stade de France en fait, quoi. Et du coup, et ça dure. C'est-à-dire que c'est pas, je lâche le ponton, je fais coucou, puis paf, ça passe. Là, ça dure. Je sais pas, je dis une bêtise, mais ça dure 20 minutes, quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est incroyable parce que pendant 20 minutes, voilà, c'est un stade de foot géant avec des gens voilà, qui préparent des banderoles, qu'on peut lire. Voilà, j'en avais quand même bien profité il y a 8 ans. J'espère pouvoir, et je ne sais pas parce que j'arrive pas encore à me projeter dessus. On est tellement dans le travail en ce moment de cette course que je ne me suis pas encore vraiment projeté sur ces moments-là. Pouvoir en profiter, c'est-à-dire pouvoir en profiter, ça veut dire être suffisamment serein le matin du départ pour se dire ok, là je me laisse une demi-heure de chenal parce que tout est prêt, parce que la météo est prête, et comme ça je vis ça à fond et puis après je me replonge dans ma course. Et ce serait bien d'arriver à faire ça parce que je pense que il y a des gens soit qui se laissent submerger par ça et qui n'arrivent pas à se remettre dans la course derrière, et ça c'est quand même pas trop ce qu'on veut parce que ça peut être très dangereux, ou soit qui n'arrivent pas à lâcher prise et à profiter, qui sont déjà dans leur course, trop dans leur course. Donc voilà, je vais essayer de trouver le juste milieu entre les deux pour emmagasiner toute cette énergie, parce que c'est les derniers encouragements qu'on va avoir. Après, c'est fini. Après, c'est voilà, un petit mot de l'équipe qui va dire voilà, le sponsor est à fond, mais c'est pas pareil. Ou une petite vidéo que les copains ont préparée, qu'on va regarder, mais c'est plus personnel et tout, mais on n'aura jamais voilà, ce public réel. C'est les derniers visages qu'on croise, quoi. C'est les derniers cris et voix qu'on va entendre, à part le boat captain et l'équipe technique, mais eux qu'on connaît bien, et du coup c'est pas pareil. Ces gens-là, c'est vraiment la dernière mémoire des gens de terre qu'on va laisser, quoi. Et ça, c'est impressionnant, quand même. C'est aussi un shoot d'adrénaline. Parlons des émotions. Comment on fait pour gérer sur la longueur ces montagnes russes que sont les émotions? C'est que c'est clé quand même dans la gestion du bonhomme, la capacité à affronter l'adversité et les difficultés que vous rencontrez. Comment tu te prépares à ça? Bah, je pense qu'on c'est une part très innée. Et après, c'est vraiment l'expérience. Le fait de se sentir bien en mer permet déjà de diminuer le niveau, pas d'émotion, mais d'anxiété qu'on peut avoir en général. Et il faut se reposer. Je dirais que c'est bien d'avoir des moments d'épique où on monte très haut, mais très vite, il faut se dire, ok, parce qu'en fait, on ne peut pas tenir à 120 tout le temps. Faut plutôt être le meilleur, ce sera celui qui sera tout le temps un peu pareil, plutôt que celui qui va être monté très haut et avoir des trous très bas, parce que
parce que le trou très bas, en fait, sur nos bateaux qui demandent, surtout ces foilers, qui demandent un engagement beaucoup plus important, je dirais, que les bateaux d'avant, puisqu'on a voilà, la vitesse, elle est beaucoup moins linéaire. C'est-à-dire que les bateaux à dérive, c'est plus linéaire. C'est-à-dire que quand on pousse pas, on va à 15 nœuds. Quand on pousse fort, on va à 18 nœuds ou 20 nœuds. Un foiler, c'est quand on pousse pas, on va à 12 ou 15 nœuds. C'est-à-dire que ça avance pas du tout. Et quand on pousse, on va à 30. Et du coup, le delta de performance, il est colossal. Quelqu'un qui va engager, qui va attaquer avec une voile différente et tout, il peut aller presque 30% plus vite qu'un autre. Et c'est à ce moment-là qu'on va créer les écarts. Donc, il faut pouvoir être capable d'engager tout le temps, en fait. Et ça, c'est pas facile, je pense. Pour toi, ça serait quoi un Vendée Globe réussi? C'est difficile à dire. Je pense que la première réussite, c'est déjà de terminer. Mais à la limite, terminer mal, ça me plairait pas, quoi. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est de naviguer comme il faut, en fait. C'est-à-dire de retrouver l'alchimie marin-bateau qui fait que le bateau souffre pas trop, mais que ça va vite et qu'on arrive à jouer avec les autres, quoi, en fait. Vraiment, à trouver les prises de risque optimales, pas prendre trop de risques, mais pas être trop lent non plus. Trouver ce rythme-là, en fait. Être vraiment en symbiose avec son bateau. Et du coup, normalement, ça marche tout le temps quand c'est comme ça. Et arriver au bout? Bah, arriver au bout, de toute façon, c'est une condition nécessaire, hein. Mais pas suffisante. Arriver au bout, c'est. Mais malheureusement, arriver au bout, on peut pas se mettre une pression parce que, enfin, en fait, il y a tellement de risques. En fait, si on pense à tous les risques qu'il peut y avoir, arriver au bout, ça met trop de pression. En fait, il y a plein de gens qui vont pas arriver au bout, ils pourront rien du tout. Arriver au bout, c'est ce qu'on veut tous, c'est ce qu'on espère tous, mais on sait qu'il y en a qui n'arriveront pas au bout. Et malheureusement, ce ne sera pas forcément de leur faute. Donc du coup, moi, je me mets pas une pression supplémentaire par rapport à ça. Je ne vais pas compter les jours à chaque fois en me disant il faut que j'arrive au bout, c'est trop stressant. Il faut que je fasse tout pour que le bateau souffre pas, que voilà. Et puis de ne pas être trop lent parce que c'est pas pour ça que j'y vais, quoi. J'y vais pour faire une régate, pour faire le meilleur résultat possible. Merci beaucoup.